Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième partie de cet enregistrement consacré à Mémoire de fille d'Annie Ernaux. La dernière fois, nous avions vu la rencontre et le développement de la relation entre Annie et Ash. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les conséquences de cette rencontre sur la vie d'Annie après son retour de la colonie. Pour commencer, j'aimerais vous lire un passage que j'ai trouvé extraordinaire, page 102-103 du livre. L'autrice écrit « Comment sommes-nous présents dans l'existence des autres, leur mémoire, leur façon d'être, leurs actes mêmes? Disproportion inouïe entre l'influence sur ma vie de 2 nuits avec cet homme et le néant de ma présence dans la sienne. » Cette phrase m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai médité dessus, consciemment, mais également inconsciemment, parce que j'en ai rêvé, et oui. Je me suis demandé qui avait eu une influence notable sur ma vie sans le mériter. Des gens toxiques qui me perturbaient encore, bien des années après leur arrivée dans mon existence. Je me suis dit que les laisser avoir une place dans mes pensées, alors que je n'avais probablement aucune place dans les leurs, c'était leur laisser un pouvoir qu'ils ne méritaient pas et qu'il était grand temps de les faire disparaître pour de bon. Y songer, prendre le temps de me questionner sur le pouvoir que je leur avais conféré à l'époque des faits, en étant trop naïve, en n'ayant pas les armes pour me défendre ou encore en les idéalisant, et sur celui que je leur laissais dans le présent, m'a permis d'évoluer sur le traitement de certains traumatismes, je pense. C'est drôle parce que je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle avant de lire ce livre et de ce fait, je pense pouvoir dire que cette lecture a été pour moi une véritable thérapie. Ce livre m'a beaucoup apporté et j'ai compris que sans le contrôle sur ma vie que j'avais laissé à certaines personnes, elles n'auraient jamais pu faire quoi que ce soit. Dans le roman, Ash peut abuser d'Annie parce qu'elle est dans cet état où sa propre dignité n'a plus aucune importance, où elle l'aurait laissé faire tout ce qu'il aurait voulu. Et Ash, en horrible personnage qu'il est, en a profité. Mais ça aurait été l'autrice à un âge plus avancé, probablement aurait-elle pu détecter que cet homme n'en valait pas la peine et le renvoyer Fissa chez sa mère. Ça aurait été quelqu'un d'autre, plus mature ou plus consciente de ce qu'elle tolère et de ce qu'elle ne tolère pas, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, Ash n'aurait peut-être pas eu ce pouvoir. Et je me suis dit que le pouvoir des Ash ne tenait qu'à un fil, et qu'en éduquant, entourant et conseillant sans jugement les filles comme Annie, les Ash seraient vaincus. Alors c'est peut-être simpliste et je sais bien que la réalité est plus complexe, mais ça m'a fait du bien de le penser. Et comme Gisèle Pellicot a décidé que son procès ne se déroulerait pas en huis clos pour que le monde sache ce qu'elle avait vécu, je pense qu'Annie Ernaux, peut-être, a décidé d'écrire sur Ash pour que le monde puisse lire ce qu'il s'est passé dans cette colonie et ainsi éviter à d'autres de vivre la même chose. Comme elle le note à propos de Ash, « Je ne l'envie pas, c'est moi qui écris ». Et lui, Ash, ainsi que ses comportements médiocres, se retrouvent sous le feu des projecteurs, protégé par cette simple lettre, H, qu'Annie Ernaux veut bien lui laisser, comme un ultime geste de clémence. Après cette longue introduction, il est temps de nous pencher sur les conséquences que la rencontre d'Annie avec Ash a engendrées dans sa vie à elle. Tout d'abord, après la colonie, Annie voit disparaître ses cycles menstruels. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans règles. Elle note à propos de sa mère. Je ne crois pas qu'elle me croyait innocente. D'une façon ou d'une autre, l'absence de règles lui paraissait le signe d'une culpabilité inconnue, liée à la colonie. Sa fille, punie par où elle avait péché. Ni elle ni moi n'en parlions à personne, comme une tare inavouable. Selon le manuel MSD, qui est un manuel de médecine, l'aménorrhée peut survenir par le fait d'un dysfonctionnement de l'hypothalamus, entre autres. Parmi les causes de ce dysfonctionnement, on trouve le stress émotionnel, la dépression ou encore un apport calorique insuffisant. À partir de là, en supposant qu'Annie ait vécu un stress émotionnel à la colonie, cela rend d'autant plus tragique la réaction de sa mère qui, au lieu de tenter de la soutenir et de comprendre, la soupçonne d'avoir commis une faute. Et honnêtement, je suis souvent outrée quand je lis ce genre de choses ou quand j'entends parler du comportement de certaines femmes à l'égard d'autres femmes. En ce moment, par exemple, je lis le livre « Le théorème du flamant rose, une socio-archéologie de la maternité » de Jennifer Kerner. Et les anecdotes ne manquent pas, comme cette femme âgée qui s'est permise de gifler une mère qui allaitait son bébé en s'écriant « Traînez! Non mais on croit rêver, les gens n'ont plus aucune pudeur! Gna 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 !» Bref, ça me laisse perplexe. Autant je ne suis pas pour une sororité aveugle, autant juste, crotte quoi, en fait. Enfin bon, revenons à Annie. L'autrice écrit ensuite « Exclue de la communauté des filles, celle du sang perdu régulièrement chaque mois, dont l'arrêt n'est pas imaginable en dehors d'un malheur, donc sous-entendu la grossesse, ou d'une lointaine ménopause voisine de la mort, privée de cette visite mensuelle plus ou moins bienvenue, annoncée entre copines d'un « Ma tante Rose est arrivée » ou « Les Anglais ont débarqué », bon celui-là je connaissais bien. Ma tante Rose, pas trop, mais les Anglais ont débarqué, oui. J'étais sortie d'un temps, sans âge. Je me dis que, en fait, ça doit être très angoissant et venir avec beaucoup de questions.
Quand est-ce que les règles reviendront? Je ne sais pas, pourrais-je avoir un enfant un jour? Ou suis-je seulement normale en fait? Outre l'arrêt de son cycle comme conséquence de ce qu'il s'est passé à la colonie, Annie va tenter de tout faire pour plaire à Ash. Et par tout faire, j'entends être totalement différente de ce qu'elle est. Bien sûr, après la colonie, elle continue de penser à lui. Elle le cherche sans le chercher dans la ville où ils sont tous les deux, à savoir Rouen, comme elle l'écrit à la page 100. La fille de 58, elle donc, n'a jamais franchi la Seine. Je ne voulais pas avoir l'air d'être ostensiblement à la recherche de H, ni provoquer une rencontre où je risquais de recevoir en pleine figure la vérité, soupçonnée mais écartée, à savoir qu'il se foutait de ma gueule. Je voulais ne devoir sa rencontre qu'au hasard, sur mon itinéraire habituel. Tant que je ne le rencontrais pas, je conservais mon rêve. À ce stade de la lecture, je me suis dit qu'il aurait mieux valu que son rêve éclate. Elle aurait souffert de la confrontation avec la réalité, mais elle aurait pu se remettre et passer à autre chose. Or, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Elle écrit « Ma seule certitude, c'est qu'à la rentrée scolaire du mois de janvier 1959, le rêve de la fille d'Ernemont, donc elle, a pris une autre tournure. » Et entre parenthèses, il y a marqué « Peut-être s'ajustait-il au sentiment grandissant de m'être conduite avec H comme une imbécile, de ne pas être digne de lui. » La fille qu'il verrait apparaître à la colonie l'été prochain serait une fille nouvelle à tout égard. Belle et brillante, qui l'éblouirait, dont il tomberait sur le champ amoureux et qui lui ferait oublier celle qui était passée de bras en bras entre les deux nuits avec lui. Pour lui plaire, pour me faire aimer, il fallait devenir radicalement autre, presque irreconnaissable. Donc là, on est sur Annie qui, en fantasmant son retour à la colonie l'été prochain, en supposant que H y serait, parce qu'on ne sait pas, Annie, donc, elle entreprend de nier ce qu'elle est pour se changer et répondre aux attentes qu'elle croit être celles de H. Et en fait, je me suis dit, mais quand on y réfléchit, c'est lunaire. Enfin, de façon raisonnée, c'est complètement lunaire. Après, d'un point de vue sentimental, du point de vue de l'emprise que H a sur elle, c'est totalement compréhensible. Donc, on est dans une situation où pour plaire à un garçon qui se fout totalement d'elle, elle décide de se lancer dans un parcours du combattant parce qu'elle ne se trouve pas digne, parce qu'elle ne se trouve pas assez bien. C'est terrible. Et on a tout de suite après la liste de ce qu'elle décide de faire. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle dit « C'était un véritable programme de perfection. Étaient visées 1. Des transformations corporelles, maigrir. » C'est étonnant ça, maigrir. Devenir aussi blonde que la blonde de la colonie. Donc la blonde, c'est Catherine, c'est l'institutrice avec laquelle H a couché. 2. Des progrès intellectuels, donc travailler méthodiquement la philo et les autres matières en fuyant les conversations du soir dans les box. Donc là, c'est à mort les relations sociales. En somme, Annie, elle travaille, elle. 3. L'acquisition de savoir destiné à combler mon retard social et mon ignorance. Apprendre à nager, à danser, ou à manifester une avance certaine sur les filles de mon âge, donc par exemple apprendre à conduire et passer le permis. Elle écrira plus loin « Cette fille de l'hiver 1959, je la vois dans une affirmation orgueilleuse de la volonté, acharnée à poursuivre des buts qui l'enfoncent peu à peu dans le malheur, une sorte de volonté malheureuse. » Et en soi, je trouve qu'il n'est pas malsain de vouloir devenir plus performante, apprendre des choses, ou encore d'avoir un corps plus sportif, par exemple. Mais encore faut-il savoir pourquoi et pour qui on le fait, et à quelle intensité. Là, clairement, Annie décide de se changer pour plaire à H au-delà de toute raison, au point de s'en rendre malade et de se plonger encore plus dans le malheur. Car en effet, Annie développe un trouble du comportement alimentaire. En souhaitant mincir, elle se prive avant de manger à l'excès et de culpabiliser dans un cercle vicieux sans fin. Page 110, elle écrit « Je n'avais pas terrassé la faim, je l'exténuais seulement en travaillant. Je ne pense qu'à la nourriture. Je suis entrée dans une manière d'exister en fonction de ce que je pourrais manger au prochain repas, selon le pouvoir calorique du contenu de mon assiette. La description d'un repas, dans un roman, m'arrête aussi brutalement qu'une scène sexuelle. Ce qui, encore une fois, pour moi, là, est assez parlant de son traumatisme. Au dortoir, entendre le froissement du sac en papier d'où la petite V, rentrée du collège, sort une viennoiserie, l'imaginer en train de mastiquer, m'empêche de me concentrer. Je la haïssais. Quand aurais-je le droit de goûter, moi aussi ? Comme si la décision ne dépendait pas de moi, mais de l'autre fille, du double idéal que je devais rejoindre coûte que coûte pour séduire H. En fait, c'est terrible parce qu'elle essaye d'atteindre un idéal qui la fait courir à sa perte. Vraiment, enfin... en lisant la suite du livre, j'étais vraiment terrassée, honnêtement. Page 112, elle ajoute en parlant d'elle « Elle ne sait pas qu'elle va devenir la proie de la passion la plus triste qui soit, celle de la nourriture,
objet d'un désir incessant et refoulé qui ne peut s'accomplir que dans l'excès et la honte, qu'elle est entrée dans une alternance de pureté, donc là c'est quand elle arrive à ne pas manger, et de souillure, donc là c'est quand elle se goinfre. En fait, je trouve que les TCA sont vraiment terribles, d'autant plus qu'on en parle depuis de nombreuses années maintenant et que les choses ne semblent pas évoluer. Finalement, je me dis qu'Annie veut plaire à H, mais qu'on retrouve la même chose, le même mécanisme chez de nombreuses adolescentes, et des adolescents également, qui veulent ressembler à telle fille ou à telle actrice, plaire à telle personne, et qui commencent à faire des régimes ou à contrôler leur alimentation, alors que d'un point de vue médical, il n'y en a pas besoin. Honnêtement, c'est un sujet sur lequel j'ai de nombreuses lacunes. Je le connais un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, j'aimerais l'étudier à l'avenir, notamment sous le prisme de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur ces comportements. Alors en fait, j'en entends beaucoup parler sans m'y pencher réellement. Et donc si vous avez des sources à me proposer, je suis preneuse, bien sûr. Cela dit, j'ai regardé une vidéo sur la chaîne Illegally Blondes, je crois que c'est celle sur l'Ozempic. Et Claire a rapporté les mots d'une soignante que j'ai trouvé assez intéressant. Et ça disait, j'ai noté dans mon carnet, je vous ferai une vidéo sur mes carnets bientôt, je pense. L'anorexie est une maladie du contrôle et on ne soigne pas le contrôle par le contrôle. Alors apparemment ça l'a beaucoup aidé, donc je pose ça là pour ceux qui seraient concernés. Voilà, moi aussi j'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir cette phrase, pas forcément sur mon alimentation mais sur pas mal de points de ma vie. Donc si jamais ça peut aider, et puis n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos si vous voulez en savoir plus, c'est assez intéressant et leur travail est très très documenté pour le coup. Pour revenir à Annie, elle va continuer son grand changement par la volonté de ressembler à Catherine. Il ne s'agit pas ici uniquement de la couleur de ses cheveux, qu'elle a définitivement teint en blond, il s'agit également du fait de désirer être comme elle, à savoir institutrice. L'autrice écrit « Au vu de ces résultats, donc les résultats scolaires d'Annie, aucun doute qu'hier comme aujourd'hui, il permettrait d'envisager des études longues. Elle y a donc renoncé pour intégrer le corps des normaliens. Néanmoins, Annie Ernaux écrit également que ce n'est pas uniquement pour ressembler à la blonde qu'elle a fait ce choix, mais que c'est aussi parce qu'elle ne se sentait pas à sa place du fait d'un statut social inférieur aux autres élèves qu'elle côtoyait. En fait, il faut savoir que Annie Ernaux, de tête, elle est fille d'épicier. Et en gros, quand elle a fait ses études, elle était avec des enfants qui étaient plus enfants de magistrats, de préfets, etc. Et elle se sentait pas du tout à sa place. C'est l'un des points importants qui est présent dans le livre et que j'ai choisi d'écarter dans mon exposé. Mais en tout cas, sachez que ça existe si ça vous intéresse. Donc si jamais le statut social vous plaît, vous trouverez le thème dans le livre. Annie réussit donc à intégrer l'école et écrit « Je suis dans le moment pur de la réussite, dont je jouis avec une violence exactée par la musique viennoise. » Alors pour information, il s'agit des valses de Strauss, et si vous écoutez, vous comprendrez aisément l'exaltation d'Annie. Moi j'ai écouté, j'étais là genre « Wouh !» Bref, voilà, je suis dans le moment pur de la réussite, dont je jouis avec une violence exaltée par la musique viennoise, et la vue de mon reflet dans la glace, comme si celle-ci figurait l'avenir et le monde où je suis attendue. C'est un moment aveugle, demeuré celui de l'erreur absolue, de l'entrée dans l'erreur. Elle écrit à propos de son elle passé, pense-t-elle qu'elle est là où elle rêvait d'aller à la colonie, qu'elle est élève maîtresse, comme la blonde. Donc là, elle est vraiment comme Catherine. Sauf que ce qu'elle est devenue n'est pas ce qu'elle est vraiment. Et cette transformation, finalement, se termine par une défaite totale, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on décide de nier qui l'on est et de se transformer pour plaire à autrui. Tout d'abord, elle se rend compte à quel point elle n'est pas faite pour être institutrice. Elle écrit « Comment saisir l'état psychologique, la vision de la vie, sa vie, de celle que je vois affalée au 3e rang, rongée par son obsession de manger, ou encore au gymnase en survêtement et basket, dispensant sa première leçon de gym, quand il est encore impossible pour elle de se dire qu'elle s'est trompée d'avenir. Qu'elle refoule cette perception effrayante, inavouable, qu'elle est inapte à l'enseignement primaire, qu'elle se sent très loin, très au-dessous de la perfection éducative dont l'école nationale entretient le désir, comme si l'institutrice devait prendre la direction morale de la société entière. Comment mesurer sa désespérance, sinon en ce souvenir précis, avoir désiré être la fille de cuisine qui poussait le chariot au réfectoire et distribuait les plats sur chacune des tables. Donc là, c'est vraiment le malaise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ressenti ça, le fait de s'être trompé de voie et de refouler ce sentiment, cet instinct pourtant bien présent, mais c'est horrible. Et là, c'est tellement terrible qu'elle aimerait être ailleurs sauf là où elle est, faire autre chose que ce qu'elle fait. Elle ajoute plus loin, impossible toutefois de ne pas la supposer traversée par la certitude que sa vie est devenue un ratage complet, mais je ne sais pas si elle en fixe l'origine, comme je l'ai fait ensuite à la colonie, et donc à H.
Enfin, elle écrit sur ce qu'elle est devenue à ce moment-là. C'est une fille aux apparences de pin-up que je vois. Annie D est parvenue à être, en un format plus grand, la blonde de la colonie, la blonde de H. Sauf que c'est une pin-up froide, boulimique et sans règles, qui repousse avec hauteur les tentatives masculines. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Après avoir vu tout ceci, je vous invite à réfléchir, si vous le souhaitez, sur la phrase que j'ai citée en début d'enregistrement, celle qui interroge l'influence que peuvent avoir sur nos vies certaines personnes par rapport à l'influence quasi nulle que nous pouvons avoir sur la leur. À réfléchir aussi à vos propres comportements pour déterminer si vous avez déjà été le H de quelqu'un. En tout cas, je suis vraiment curieuse de savoir si H a lu le livre d'Annie Ernaux et ce qu'il en a pensé. Je me demande comment je réagirais si je me rendais compte que j'avais eu ce genre d'impact sur l'existence de quelqu'un que j'ai totalement oublié depuis. Sur ces paroles, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle aventure littéraire. Ciao!